où font baptiser les fils à l'église et font célébrer la messe de requiem après la mort de leurs membres. Pierre Verger relate que Don Seigneur, une sacerdotise d'une communauté religieuse d'origine africaine, qui fut mère de sainte de l'Oppo à Fongia, c'est une confrérie, n'accepta pas qu'une de ses filles de saint, une de ses fidèles, se soit convertie au protestantisme et par fidélité au catholicisme l'a mis à la porte de sa confrérie. De même, un autre père de saint, qu'on appelle Baba Lorisha, les mères des saints sont les Yalorisha, refusa de faire la divination pour un consultant lorsqu'il apprit que celui-ci n'avait pas été baptisé. Le même père de saint, interviewé par une grande revue brésilienne, la revue Veja, au sujet du syncrétisme, répondit par une heureuse métaphore. Je cite, « Le candomblé et le catholicisme sont comme l'eau et l'huile. Vous pouvez les verser dans un même récipient, mais elles restent toujours séparées. » C'est comme pour dire, en d'autres termes, que l'huile et de l'eau ne perdent pas leur identité à cause de la fusion dans un même récipient. Cette métaphore nous met en doute le syncrétisme entendu comme fusion, comme synthèse de différentes religions. Donc, autour de la religion que nous considérons comme le noyau le plus dur de la résistance, se sont organisés et structurés d'autres domaines de la résistance, notamment sur le plan des langues, des arts, comme la musique, la danse, les arts plastiques, etc. Plusieurs recherches qui ont été faites sur le terrain confirment les évidences linguistiques dans le langage liturgique des religions africaines, pratiquement dans toutes les régions du Brésil, confirment une terminologie religieuse fondée sur le système lexical des différentes langues africaines qui furent parlées autrefois au Brésil, et confirme que dans le langage de communication usuel des membres et des adeptes des candomblés, il y a des survivances africaines, comme on en trouve aussi, je m'excuse de confondre les langues, on en trouve aussi dans le langage populaire quotidien de Bahia et dans le langage du portugais du Brésil en général. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mêmes recherches confirment aussi que la pénétration linguistique du bantou a été plus profonde que celle des peuples soudanais pour avoir été la plus ancienne au Brésil, car elle a dû être soumise à un processus plus prolongé de contact interethnique et interculturel, en plus de leur nombre majoritaire parmi les Africains transplantés. Et la même recherche nous dit aussi que les mots bantous de la langue brésilienne dénoncent une présence assez significative des langues comme Kimbundu, Kikongo, Uvimundu, etc. Et les apports ouest-africains, on les trouve surtout dans le domaine religieux. Bon, aussi lié à la religion, les résistances musicales s'observent au Brésil par la présence de divers instruments de musique ainsi que les principes régissant l'organisation de leurs éléments musicaux. En accord avec l'ethnomusicologue congolais Kazadi Wamukuna, qui est le premier Africain à étudier les survivances de la musique bantou au Brésil, la religion africaine fournissait le cadre culturel d'origine qui a permis la survie des éléments musicaux en Amérique latine. Dans toute l'Amérique latine, nous dit l'auteur, le souci d'assurer l'efficacité
des cérémonies religieuses a contribué à maintenir la similitude des rituels comportant un chant invocatoire, un hymne pour l'appel au culte, un hymne d'adoration, un hymne de prière, plaçant les fidèles sous la protection de la divinité, et un hymne de fin exécuté par l'intervalle selon l'ordre de la cérémonie. Ces éléments sont enseignés aux novices qui doivent apprendre à chanter, à danser et à se comporter comme la divinité qu'ils sont préparés à recevoir. Et parmi les instruments qui ont survécu au Brésil et au Cuba, avec l'intégration de nouvelles formes d'expression musicale, on note notamment le tambour à friction, cuica, le quinfuit qui est connu ici principalement au Bas-Congo, etc. Et on trouvera d'autres influences aussi dans les arts plastiques ou visuels afro-brésiliennes, qui constituent un chapitre à part de l'art plastique brésilienne, mais ils sont considérés afro à cause justement des survivances africaines qu'ils contiennent et qui constituent l'identité de ces artistes en comparaison aux artistes d'autres ascendances ethniques. Bon, autour de la religion et de l'univers sacré, comme le noyau le plus dur de la résistance, se sont organisés et réorganisés les divers aspects de la culture pour former ce que nous appelons l'identité culturelle de résistance. Mais en plus de cette identité culturelle de résistance, les Afro-Brésiliens ont durement lutté pour transformer leurs conditions politiques et socio-économiques dans une société racialement hiérarchisée. À ce sujet, l'historiographie brésilienne a longtemps véhiculé le préjugé selon lequel le noir était collectivement un individu par nature soumis qui aurait accepté d'être asservi sans résistance puisque l'esclavage était une pratique naturelle en Afrique. Cette affirmation est démentie par les tensions permanentes qui régnèrent au Brésil pendant les 3 siècles que dura l'esclavage. Il y a eu des suicides, des assassinats des maîtres et des fuites et les évasions en bandes organisées et la création de refuges dénommés Quilombo, qui est un mot bantou, ou Mukambo, qui témoignent de manière patente qu'une résistance politique a bien existé. Le Centre de cartographie appliquée et d'information géographique de l'Université de Brasilia informe d'avoir catalogué 2228 communautés de Quilombo qui abritent aujourd'hui environ 2,5 millions de personnes. Et de tous ces Quilombo, celui de Palmarès, dans le nord du pays, est considéré comme le plus important de tous par son extension territoriale, sa démographie et aussi par la durée de son existence. En effet, durant tout le XVIIe siècle, ce Quilombo a rechassé plus de 35 expéditions commandées par les Portugais et les Hollandais. Après presque un siècle d'existence, Palmarès succomba finalement en 1692, après presque 2 ans de bataille. Ce fut sans doute une structure politique inspirée des modèles d'organisation bantou, comme le prouve le nom Quilombo et le nom de ses grands dirigeants comme Gangazumba, Zumbi de Palmares, etc. En 1888, les esclaves noirs devinrent théoriquement libres, mais aucun secours économique ni assistance obligatoire ne furent prévus pour faciliter leur intégration dans le monde libre, de même qu'aucune mesure légale n'avait été prise pour leur permettre de s'adapter à leur nouvelle situation sociale. Les occasions offertes en matière de travail rémunéré ne concernèrent en fait que les immigrants, pour la plupart blancs. C'est pourquoi certains auteurs vont jusqu'à dire qu'avec l'abolition de l'esclavage, le noir perdit sa position au sein des systèmes économiques. Autrement,
Autrement dit, les mécanismes de domination sociale traditionnels restèrent intacts et la réorganisation de la société ne puisse affecter de manière significative les modèles préétablis. Peu à peu, on construit au Brésil un modèle de racisme fondé sur l'idéologie de démocratie raciale, selon laquelle le Brésil serait un pays sans préjugés et sans pratique de discrimination raciale comparativement aux États-Unis et à l'Afrique du Sud. Il s'agit d'une construction mythique qui fut déconstruite plus tard par le mouvement noir et par les recherches réalisées dans les grands centres universitaires du pays. Malgré sa démystification, ses effets sont encore très forts dans le comportement de tous les Brésiliens blancs et noirs. La première revendication noire faite dans les années 36 voulait simplement une intégration dans la structure sociale existante dominante et ils avaient honte de parler de l'Afrique, de parler de leur culture, de parler de leur identité. Mais à partir des années 70, le mouvement noir unifié comprit que la lutte contre le racisme exigeait que les problèmes des Noirs soient traités selon une approche globale, inclut son histoire, son identité culturelle et son histoire et l'histoire sur sa participation politique et sur sa participation dans la construction de l'économie coloniale. La connaissance de leur passé, la redécouverte de leur identité et la prise de conscience de leur contribution à la construction du pays, notamment sur le plan économique, devaient aider les Noirs à reconstruire leur personnalité et abandonner tout complexe d'infériorité. Ce double mouvement de résistance culturelle et politique dans la diaspora africaine au Brésil se traduit dans l'actualité par deux types de revendications complémentaires. La reconnaissance publique de l'identité collective des Noirs ou des Afro-descendants d'une part, et l'implémentation des politiques d'action affirmative capables de promouvoir l'égalité raciale entre les Brésiliens d'autre part. Ces deux revendications ont été couronnées par quelques victoires législatives. La promulgation d'une loi en 2003 qui tourne obligatoire l'enseignement dans l'école brésilienne de l'histoire et de la culture du noir au Brésil inclut l'histoire de l'Afrique. La promulgation l'année dernière du statut d'égalité raciale. Le 21 mars 2003, l'ex-président de la République créa un secrétariat spécial des politiques de promotion de l'égalité raciale avec statut des ministères, justement pour articuler, stimuler, coordonner et accompagner les initiatives de promotion d'égalité raciale. Dans la même ligne d'action, le ministère des Relations extérieures a institué une bourse d'études au bénéfice des candidats afro-descendants qui voudraient entrer dans l'Institut Rio Branco où sont formés les futurs diplomates brésiliens et dernièrement a institué aussi un certain nombre de vagues réservées aux candidats afro-descendants dans la première phase du concours d'entrée dans cet institut, sans oublier l'intensification des accords avec les pays africains pour l'accès de leurs étudiants dans les universités publiques brésiliennes. Parallèlement à ces actions, des dizaines d'universités publiques ont commencé lentement depuis 2002, après la troisième conférence internationale organisée par l'ONU à Durban contre le racisme, à implémenter des politiques de quotas raciaux avec l'objectif d'accélérer le processus d'entrée des Noirs et des Métis dans les universités publiques où ils sont, d'après les statistiques officielles, très sous-représentés. Mais il y a des polémiques à ce sujet, mais voilà en grosso modo où nous en sommes en termes de conquête et de lutte de nos frères et sœurs de la diaspora noire au Brésil. Je vous remercie. Merci, professeur Kabengele, pour votre exposé qui montre que la lutte pour la libération
c'est toujours un processus long, de très longue haleine, qu'il faut cependant engager et qui montre également quelle est la place de la culture pour réussir cette lutte, parce que c'est la culture qui a permis à nos frères et sœurs de domestiquer le catholicisme, de l'africaniser en quelque sorte, mais également de développer des mouvements de résistance politique. Et à côté de la culture, vous avez, à côté de la religion, je veux dire, vous avez d'autres éléments culturels, la danse, la musique, etc., que nous avons tendance dans nos pays à banaliser. Et pourtant, c'est à travers ces canaux, justement, culturels que s'opère ou s'est opérée, dans le cas du Brésil, la résistance de nos frères et sœurs. Cela dit, je vous remets la parole. Merci pour votre discipline tout en étant président. Bon, reprenons nos fonctions. Je pense que nous pouvons maintenant ouvrir le débat. Je demande qu'on soit clair et concis. Il va faire l'après-midi. Ok, c'est l'après-midi. Je demande aux personnes qui vont faire des questions d'être concises, de ne pas faire des conférences parallèles. Évidemment, on peut faire l'un ou l'autre commentaire intéressant, mais il ne faut pas beaucoup s'allonger. Et s'allonger de cette façon, je crois que nous serons plus productifs. Et nous pourrions profiter à beaucoup de personnes qui veulent prendre la parole. Donc, le débat est ouvert. Je ne sais pas si on peut faire circuler le microphone baladeur pour que les gens puissent se manifester. Mais avant de se manifester, je vais demander, je m'excuse, et ça nous aide pour reprendre les débats, je vais demander à notre rapporteur de nous faire une petite synthèse dans la mesure du possible pour nous restituer pour les débats. Je vous en prie. Merci pour la parole, Monsieur le Président. En fait, par rapport à toutes les expositions orales que nous venons de suivre, je trouve qu'elles se situent où elles tournent tout autour de la mondialisation, le mouvement des populations, le mouvement des idées, mais aussi les luttes politico-culturelles. Alors, la première exposition orale faite par le professeur Bernard Lututala, cette exposition, n'est-ce pas, concernait l'expansion du kimbanguisme par l'immigration. Et cette exposition a pu se plancher sur la comparaison entre le kimbanguisme et le mouridisme. Et le mouridisme, c'est une confrérie religieuse très forte sur le plan économique surtout, et aussi cette confrérie, comme le kimbanguisme, a pour doctrine le travail et la vénération de Dieu, mais aussi à travers son chef spirituel, Cheikh Amadou Bamba. Tout comme Kimbangu, on a vu que Cheikh Amadou Bamba a été relégué dans une île au large du Gabon, et il est mort en exil, un peu comme aussi le prophète Simon Kimbangu, mort en exil dans son propre pays parce qu'en fait il était relégué au Katanga. Il y a la solidarité aussi, c'est aussi un élément qu'on trouve dans le kimbanguisme.
une forte solidarité, n'est-ce pas, caractérise les coreligionnaires mourides, mais aussi l'attachement à la Terre Sainte. Et chez les mourides, la Terre Sainte, c'est la ville de Touba, alors que chez les Kimbanguistes, la Terre Sainte reste Nkamba. Le professeur Lututala a montré que Nkamba, par rapport à Touba, Nkamba reste une ville qui est très développée. Touba, pardon, reste une ville très développée. Et par rapport à Nkamba, il dit que c'est peut-être à cause de, si vous voulez, de la puissance économique dont font preuve les mourides. Et donc, sa recherche, de façon générale, reste encore une problématique à poursuivre. Ce n'est qu'un projet. Et c'est une recherche donc qui se poursuit. Alors, le professeur Martin Kalulambi-Pongo nous a parlé du kimbanguisme au Canada, toute la lutte que les kimbanguistes ont menée pour s'établir au Canada, devant peut-être un paysage législatif très compliqué, mais juridique, législatif, mais le kimbanguisme a fini par s'implanter au Canada. Et ça fonctionne un peu toujours en imitant, en reproduisant la structure du kimbanguisme local, donc congolais. Alors, après lui, il est venu le docteur Hamzat, qui nous a fait une espèce de randonnée historique de certaines figures de proue dans la lutte de libération de l'homme noir, et le parti de Webb Dubois, et comment Webb Dubois est entré en polémique avec Marcus Garvey, mais il est aussi passé par Malcolm X, et après il nous a montré comment aussi il y avait une espèce d'alliance, si vous voulez bien, entre les idées de Marcus Garvey et celles de notre prophète Simon Kimbangu. Alors, quant au président de notre panel, le professeur Kabengele, et lui a planché sur les survivances, les réminiscences culturelles dans la société noire, donc les réminiscences de la culture noire et dans la société afro-brésilienne. Et il nous a montré comment la religion s'est constituée comme une stratégie, si vous voulez bien, de combat afin de maintenir l'identité culturelle des afro-descendants. Et il n'y a pas que la religion, mais sinon, il faut dire aussi qu'autour de la religion, il y a aussi les arts, la musique, notamment dans les dénominations de certains instruments de musique, et dans certains termes qu'on trouve dans le chant liturgique. Alors, cette lutte n'était pas que culturelle, mais elle était aussi politique. Cette lutte est aussi politique. Ainsi, certaines mesures ont été prises avec le temps par le gouvernement brésilien afin de réhabiliter ou de reconnaître la personnalité des Afro-Brésiliens. Mais ceci, c'est encore des choses qui ne sont pas encore gagnées de façon définitive, et donc la lutte continue. Voilà ce que je pourrais dire sur ces expositions orales. Je vous remercie. Voilà. Nous pensons que, avant que le professeur et président des séances puisse prendre la parole et que le débat ne puisse démarrer, nous sollicitons la compréhension de frères et sœurs kimbanguistes que ce sont des séances hautement scientifiques et que si nous pouvons accorder notre attention aux intervenants et ne s'appesantir que sur ce qu'ils nous ont présenté pour que nous ne sortions pas du carré qui nous est présenté. Parce que hier, il y a eu des amis qui avaient un peu déconné, excusez-moi le terme. Alors aujourd'hui, que nous soyons dans le vif du sujet. Merci.
Est-ce que nous pouvons maintenant passer au débat? Et nous demandons aux intervenants de désigner le membre de la table à qui sera dirigée la question. Je crois que nous allons procéder par bloc, par 5 à 6 questions, et puis nous passons au second bloc. Donc la parole est libre. Ok, nous commençons par la gauche. Ma gauche donc, on prend 2, 2, 2. Je crois qu'on peut faire ça. S'il n'y en a pas, on va s'arrêter ici. Oui, vous avez les deux là. La dame va sillonner avec le micro-baladeur. Obrigadíssimo pela conceição da palavra, meritíssimo moderador. Eu sou o professor doutor Francisco Casimiro Luvalo, vice-decano para os assuntos científicos e pós-graduação na Universidade 11 de Novembro, e venho em representação também do seu magnífico reitor, o professor doutor Kian Vutamo, de que tenho a honra e o prazer de transmitir as suas efervescentes saudações socioculturais e científico-conferenciais. Antes, vou agradecer e expressar imensamente essa versatilidade de habilidade